إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Durant les 27 mois où les Français l'avaient relégué loin de son royaume, il apparaissait dans le ciel à chaque nuit aux âmes fidèles et simples. Mais cette fois c'est pour de bon, et les Marocains se sont déplacés de partout, en multitude, pour accueillir leur roi Mohamed V, qui vient de récupérer ses droits et dont le retour annonce l'indépendance prochaine. Sa famille, qu'il avait suivie en exil, l'accompagne, et notamment son fils Moulay Hassan, qui est devenu à travers les épreuves son plus proche conseiller. Après plus de 40 ans d'exercice, l'édifice complexe et puissant du protectorat imposé par la France se désagrège à vue d'œil, même si le résident général, encore responsable des forces de sécurité, a veillé à contrôler discrètement d'éventuels débordements. Cependant, la plus grande sûreté est celle que procure le calme du roi et la joie des retrouvailles. N'a-t-il pas dit à ses enfants en arrivant « Désormais, je ne veux plus entendre le moindre mot de rancune ou de revanche ». Obtenu par le jeu des rivalités coloniales, arraché par la conquête qui se prolongera jusqu'aux années 30, pavé de sang et de romanesque, le protectorat est l'œuvre de Lyautey, aventurier militaire et artiste singulier d'une épopée personnelle. Lyautey, c'est un homme qui, en arrivant au Maroc, a compris qu'il y a là un État, même un faible, mais un État, et qui, je crois sincèrement, a voulu sauvegarder le Marzem et a voulu appliquer le traité de protectorat dans la lettre et dans l'esprit. C'est sûr. C'était un homme incontestablement qui a compris que l'intérêt de la France était de préparer le Maroc à l'indépendance. C'était le rôle de la France. Il a voulu l'appliquer. La preuve, c'est que les ultras en France ont tout fait pour le faire partir. Monarchiste de cœur qui s'éprend d'un Maroc où il retrouve la geste et le style d'une haute époque légendaire, Lyautey se vit en connétable du souverain Moulay Youssef et en Colbert du Marzem, le centre du pouvoir traditionnel. Mais un rêve d'Amérique l'habite autant que sa nostalgie d'un passé chimérique. Bâtisseur inspiré, il jette le Maroc dans le fracas du progrès occidental, édifie des villes nouvelles, creuse les fondations d'une économie moderne. Ici, vous me dessinerez la canebière. Là, vous réserverez la propriété des phosphates à l'État chérifien. Méprisant sans barguigner les profiteurs qui s'engouffrent à sa suite, moqueur à l'égard des rumeurs courant sur ses mœurs, mais curieusement aveugle aux ravages encore insoupçonnés du viol colonial. La République française berce sa bonne conscience en l'honorant comme un héros, mais elle s'en méfie comme d'un visionnaire gagné à la cause de ceux qu'il pense protéger. Nous vivions dans une ambiance religieuse. Il y avait toutes les croyances religieuses qui jouaient et qui faisaient que rien n'est éternel et que seul Dieu est éternel et que tout mouvement humain a une fin. L'islam ne pouvait pas être vaincu. Peut-être que dans 15 ans, 20 ans, ce protectorat ne restera pas. C'était ainsi que était l'ambiance dans les milieux intellectuels musulmans de l'époque. Élevé à la dignité de maréchal, Lyautey est cependant âprement critiqué lors de l'insurrection des montagnes du Rif dans le nord dévolu aux Espagnols. L'émir Abdelkrim, habile propagandiste autant que redoutable meneur d'hommes, y a proclamé une manière de république qui a écrasé l'armée de Madrid, défie le sultan et menace de déborder à tout moment sur la zone contrôlée par la France.
Lyautey, fidèle à ses méthodes de pacification progressive, préconise la négociation avec l'adversaire. Et bien qu'il fût parvenu à contenir Abdelkrim, la République le lâche et envoie Pétain pour le seconder. C'est un piège. Le vainqueur de Verdun, soutenu par Paris, et le dictateur espagnol Primo de Rivera lancent des renforts considérables à l'assaut du Rif. Les insurgés ploient sous les bombes incendiaires et le gaz moutarde. Abdelkrim a permis aux Marocains à cette époque-là de croire que la colonisation n'était qu'une étape, une parenthèse dans la vie du pays. Il y a 3 grands vaincus dans la guerre du Rif. Abdelkrim, déporté à La Réunion, d'où il finira par s'évader pour s'exiler au Caire. Lyautey, qui se retire dans ses terres en Lorraine et l'exaltation de sa légende. Le Maroc, désormais livré aux convoitises d'une colonisation qui se réclame de son héritage pour mieux le trahir. La tentation de la République de considérer l'Afrique du Nord comme un bloc favorise les projets d'administration directe. Et même s'ils affectent de respecter les formes avec le sultan, les résidents généraux pratiquent une mainmise à l'algérienne. À la mort de Moulay Youssef, on impose comme successeur le plus jeune de ses fils, Sidi Mohamed. Cendrillon adolescent du palais, à qui personne n'avait prêté attention, et dont le résident général Steg dira « c'est une page blanche sur laquelle la France pourra écrire tout ce qu'elle veut ». Le genre de prédiction satisfaite dont l'histoire enseigne souvent qu'elle se révèle inexacte. Mohamed V était un musulman, un dévot, mais un musulman humaniste, très ouvert. Mais c'était un musulman. Et c'était un homme d'une très haute moralité et d'une éthique très élevée. 3 ans après son avènement, la résidence générale impose au jeune sultan la proclamation d'une loi qui menace gravement l'unité du Maroc et renforce le pouvoir des Français, le Daïr berbère. Ce coup de force cingle le sentiment patriotique en plein essor. Le Daïr berbère de 1930, c'était notre premier combat. Il fallait absolument combattre ce Daïr qui était un Daïr qui tendait à exclure de la nation marocaine donc tous les berbères du Maroc et les soumettre au droit coutumier beaucoup plus qu'au droit musulman. C'est à Fès où notables et lettrés n'ont jamais oublié une série de répressions sanglantes que l'agitation s'organise et prend de l'ampleur. La ville de Fès est le siège de la Qarawiyyin, l'université séculaire du Maroc. Et tout est sorti de la Qarawiyyin. Les premiers nationalistes étaient issus de la Qarawiyyin. C'est vers la Qarawiyyin qu'on affluait dans les temps difficiles. Et c'est autour d'Alal El-Fassi que le comité d'action marocain rassemble désormais de jeunes patriotes qui maîtrisent l'éducation française et la culture traditionnelle. Alors lui, c'était le visionnaire. Mais il a montré par la suite qu'il avait une vie extraordinaire. Il faisait des cours de théologie, des cours de... Tout ça mêlé un peu à la politique, à la situation générale du Maroc. Et puis, d'une fidélité, surtout à la monarchie. En 1934, le sultan est accueilli à Fès au cri de « Vive le roi », nuance sémantique dont le sens n'échappe pas aux agents de la résidence. Le sultan est une créature de Français, le roi une promesse d'État libre et moderne. L'enthousiasme de la foule entraîne une réaction brutale. On ramène Sidi Mohamed d'urgence dans sa cage dorée de Rabat. C'est là où l'idée était venue de créer la fête du trône. La résidence ne voulait pas en parler. À ce moment-là, la résidence, les Français, essayaient par tous les moyens de séparer le roi de la population, surtout des nationalistes. Depuis 1934, les relations entre le roi et le mouvement nationaliste. Les contacts étaient pris avec les leaders directement. Alors, des fois,
Ils allaient le saluer à telle occasion, parce que c'était officiel. Mais les autres occasions, c'était l'interdiction totale de le voir. Il y en a qui rentraient même cachés dans les coffres des voitures pour passer les gardes et pour trouver le roi dans un petit coin, discuter avec lui, tout ça. Le paternalisme suspicieux et condescendant de la résidence ne rate aucune occasion de vanter à Sidi Mohamed les mérites du progrès et de la technique de la puissance protectrice. Certains persistent à l'appeler le sultan des Français, mais qui sait ce que pense vraiment ce jeune homme, attentif à observer ce qu'on lui montre comme à réserver ses réactions. Au jeu cruel des arrière-pensées, l'état de fait colonial met en scène une coexistence harmonieuse entre les Français et les Marocains. Cependant, l'essentiel des contacts répond à la nécessité et les deux communautés vivent séparées dans une stricte hiérarchie de pouvoir. La vie était adorable, il n'y a pas de mots pour définir ce que pouvait être la vie pour un adolescent de 18-19 ans. On s'amusait bien, la vie ne coûtait rien. C'était vraiment le bien vivre, quelque chose d'absolument extraordinaire. C'était, on peut peut-être même dire, féerique dans une certaine mesure. J'ai mis du mal à me rendre compte. On était dans un espèce de cocon. C'était irréel presque. À l'encontre de la règle de l'UET, les terres des confréries ont été partagées par les colons, prélude à la formation de grands domaines où la présence des domestiques alimente l'illusion qu'un paradis si bien ordonné fournit à chacun sa juste part de bienfaits. La propagande coloniale qui dégouline à flot sur l'opinion promène régulièrement le fidèle protégé et grand ami de la France dans toutes les manifestations où elle s'auto-glorifie avec éclat. Exposition coloniale de 31, parade du 14 juillet, visite à la mosquée de Paris, exposition de 1937, où l'on presse un peu le pas devant les bâtiments inachevés de la République et ceux plus insolents des dictatures. Le déclin de la puissance française, l'aggravation de la domination coloniale n'échappent pas au souverain silencieux, mais à qui pourrait-il confier qu'il étouffe de tous les égards trop empressés qu'on lui prodigue, comme de l'avenir fermé qu'on impose à son pays? À mon avis, il y a un homme qui a vu cela, c'est Léon Blum, qui très tôt a prononcé le mot d'indépendance. Tous les autres, y compris dans la gauche, pensaient qu'on mettrait fin à ce qu'on peut appeler les excès de la colonisation. Ils n'allaient pas beaucoup plus loin. La famille est le refuge des vies contraintes et l'éducation des enfants console de l'amertume du quotidien. Sidi Mohamed s'occupe constamment des siens et le petit Moulay Hassan, à l'intelligence vive et précoce, est élevé avec tout l'amour que suscite son charme. Et la sévérité qui fait admettre les héros sur un carnet car on peut comprendre les accidents et sanctionne les notes médiocres car il n'y a pas de place pour la négligence dans le futur d'un prince. Entre les gouvernantes alsaciennes qui dragonnent gentiment la marmaille et le jeune père tellement affectueux, la vie des enfants est heureuse et chacun est à sa place. À l'abri des regards de la résidence, Sidi Mohamed peut s'accorder les moments de détente d'un homme de son temps, bien différent de l'image officielle qui le protège de ses protecteurs. À la piscine du palais, il faut seulement veiller à ce que Moulay Hassan ne fasse pas trop de vagues et apprendre aux petites à nager en toutes circonstances. Désigné par le Front populaire, le nouveau résident général Noguès renoue avec les méthodes de Lyautey. Homme fin et charismatique, Noguès perçoit la solitude du jeune sultan et le traite avec une attention nuancée de réelle affection que Sidi Mohamed n'avait jamais connue. Le général Noguès a installé une politique de rapprochement avec le souverain. Le souverain a trouvé auprès du général Noguès quelqu'un de souple, qui comprenait les choses. Noguès avait gagné la confiance de Sa Majesté Mohamed V.
Une situation complexe pour le sultan. Cet homme qui se préoccupe sincèrement de lui lorsqu'il relève d'un accident de santé et qui suit de très près l'éducation de Moulay Hassan est aussi un résident à Poigne qui n'hésite pas à réprimer le comité d'action. Noguès résume toute l'ambivalence d'un protectorat qui se voudrait éclairer. Il y avait une effervescence nationaliste très forte. Et le mouvement nationaliste avait cru qu'il pouvait compter sur une alliance avec la gauche française pour accélérer les réformes. Noguès est venu, il a maté tout de suite le mouvement nationaliste. Il a pris une position, c'est lui qui a envoyé tout l'état-major des partis politiques en prison, et c'est lui qui a envoyé Al-Fassi au Gabon et qui a envoyé Ben Hassan Louazani dans le sud marocain. Donc il a instauré une politique de force. La guerre accuse encore l'ambiguïté de Noguès. Après avoir hésité à se rallier à De Gaulle, il range les forces dont il dispose dans le camp de Vichy. Respect de la discipline, analyse erronée de la situation, ambition personnelle. La faute de Noguès ne suscite qu'un seul écho chez les Marocains. La France de la défaite et de la trahison est affaiblie. Le sultan peut désormais lui résister. À l'égard des juifs marocains, Mohamed V a eu une attitude historique très très noble. Très noble. Il leur a dit, vous ne pouvez pas les toucher, ce sont des Marocains. Ce sont mes sujets, vous ne pouvez pas les toucher. La coupable dérive de Noguès l'entraîne à combattre militairement le débarquement allié en Afrique du Nord, au prix de plusieurs centaines de morts. L'image du sultan qui a fermement refusé l'aventure sort grandie de ce carnage inutile et criminel. Le général Noguès a voulu sortir de la capitale du Maroc, aller ailleurs et organiser la résistance contre les Américains. Le roi Mohamed V a refusé, en lui disant il n'est pas question de prendre cette attitude, je suis l'allié des démocraties, je l'ai déclaré en 1939 dans la déclaration solennelle que j'ai faite dans toutes les mosquées du Maroc. Je suis rattaché à une lutte contre les pays totalitaires et contre particulièrement le nazisme et le fascisme. Je ne peux pas du tout ne pas recevoir les alliés américains comme des alliés. Les choses ont évolué dans le sens que le souverain avait dessiné et les troupes américaines ont été reçues ici comme des troupes alliées. Roosevelt arrive au Maroc avec son optimisme communicatif, la charte de l'Atlantique qui appelle aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et une escouade de diplomates qui font une lecture très américaine de ses bons principes. On s'arrache la photo de sa rencontre avec le sultan dans toutes les médinas. La photo du roi Mohamed V entre Roosevelt et Churchill.